On va faire test, modifier, ça change pas. Et après, configuration utilisateur, stratégie. Au niveau de Windows, il y a quelques paramètres de sécurité, notamment on va pouvoir lancer des scripts à l'ouverture ou à la fermeture de session. Parce que je vous expliquais par exemple que dans le profil, on pouvait monter qu'un seul répertoire partagé simultanément. Mais du coup, si on met un script à l'ouverture de session, on pourra lancer un script qui va créer le montage de plusieurs répertoires réseau simultanément. On le refera par la suite au niveau des scripts, mais c'est un point qui peut être intéressant, où on peut faire un script qui va faire du nettoyage qui va vider la poubelle automatiquement et tout au démarrage, qui va vider certains éléments ou qui va faire certaines actions quand l'utilisateur va se connecter ou va fermer sa session. Donc ça, c'est un paramètre ici qui peut être intéressant. Et ça, on peut voir aussi les imprimantes qu'on a déployées. Ça, on verra. On reverra les imprimantes quand on fera le rôle du service d'impression. Et on peut rediriger des dossiers pour dire que le dossier musique va aller à un autre emplacement. Mais bon, c'est pas le plus court. Ici, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus dans les trucs Windows, au niveau de l'utilisateur. Ce qui va nous intéresser au niveau des stratégies Windows pour l'ordinateur, ça va être ici les paramètres de sécurité. Et ça, du coup, par contre, ça sera des stratégies que je me demanderai régulièrement, mais qui, elles, vont s'appliquer aux ordinateurs, qui ne vont pas s'appliquer forcément aux utilisateurs. Et celle qui nous intéresse, c'est la stratégie de compte, essentiellement. Parce que la stratégie de compte, c'est celle qui va nous permettre de gérer les mots de passe et les connexions. Par exemple, nos stratégies de mots de passe, on va pouvoir gérer, par exemple, l'historique de mots de passe. L'historique de mot de passe, ça veut dire que si on le coche, la personne ne pourra pas réutiliser les X mots de passe précédents qu'elle a utilisés. Donc si on en met 3, elle ne pourra pas utiliser les trois versions de mots de passe qu'elle a mis précédemment, quand elle aura besoin de changer de mot de passe. Donc ça peut être intéressant pour éviter que des gens remettent toujours le même mot de passe. Parce que si on ne met pas ça, et qu'il y a un changement de mot de passe, la personne peut remettre le même mot de passe qu'elle avait déjà mis auparavant. Donc s'il y a des risques de failles et que des mots de passe puissent potentiellement avoir été découverts, il ne faut pas pouvoir remettre le même mot de passe que précédemment. Donc on peut déclarer le nombre de mots de passe qu'on conserve en historique. On peut gérer la durée de vie maximale et minimale d'un mot de passe. C'est-à-dire, au bout de tous les combien de temps les utilisateurs devront changer de mot de passe. Donc plus vous les changez régulièrement, normalement plus la sécurité est renforcée. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop court, quoi. Parce que si on demande à changer tous les deux jours le mot de passe et qu'on met un historique de 5 mots de passe, du coup ça va être compliqué à gérer pour les personnes. Donc, mais il faut savoir pouvoir le gérer. Donc le chiffrement réversible, non. Normalement, il n'y a pas besoin d'avoir droit de récupérer le mot de passe. Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. Ici, ça veut dire que si on le met, il faudra au moins 3 des 4 catégories, c'est-à-dire majuscules, minuscules, chiffres ou caractères spéciaux. Et avec une complexité normalement de 8 caractères.
6 caractères, pardon. Mais avec au moins 3 des caractéristiques classiques, c'est-à-dire la majuscule, minuscule, chiffre et ou caractères spéciaux. On peut le modifier, ça. De pouvoir l'activer, c'est ça? Oui. Là, pour l'instant, il n'est pas activé, mais on peut l'activer aux autres ordinateurs. De base, il est activé pour le serveur. Là, on modifie, par exemple, le nombre de caractères et tout ça. Oui, pour le mot de passe. ici, le dernier, longueur minimum du mot de passe. Jusqu'à 20 caractères. Donc du coup, ça laisse du choix. Hmm. Ça demande déjà un peu plus de temps pour craquer le mot de passe s'il y a 20. Et en plus, sur un serveur, il va y avoir autre chose. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de verrouillage de compte. C'est-à-dire qu'on peut déterminer pendant combien de temps un compte va se retrouver verrouillé s'il y a eu trop d'essais de mot de passe. Après, le seuil de verrouillage, c'est au bout de combien d'échecs de mot de passe on verrouille le compte. Et au bout de combien de temps on déverrouille les essais. C'est-à-dire si on fait par exemple deux essais en moins d'une minute et qu'on refait un troisième essai après et qu'on attend une minute et que c'est une minute qui est définie par de temps de reset, on ne va pas se retrouver bloqué. Mais ça fait quand même que la personne qui essaye de faire des tentatives de mot de passe, elle a que droit qu'à 3 essais en une minute. Donc, plus le temps est court de reset, plus la personne va pouvoir refaire régulièrement des essais. Mais du coup, ça peut être une cause qui fait qu'un utilisateur vous dit que son compte, quand il essaie de se connecter, est verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a eu une fuite de mot de passe et que quelqu'un essaie de se connecter. Enfin, il n'y a pas eu de fuite de mot de passe, mais la personne a eu le login et elle a essayé de se connecter en utilisant des mots de passe classiques. Et que du coup, ça a verrouillé le compte. Donc dans ces cas-là, il faut quand même, comme j'expliquais, se renseigner auprès du supérieur d'un responsable pour vérifier si c'est bien à cause de ça que ça a été verrouillé ou que c'est pas volontairement que ça a été ou que c'est volontairement que ça a été verrouillé. Si effectivement c'est à cause d'une tentative d'intrusion de mot de passe, du coup vous pouvez le redéverrouiller, mais du coup ça veut dire qu'il va falloir peut-être contrôler sa machine ou quoi pour voir s'il n'y a pas des programmes indésirables qui ont réussi quand même à s'infiltrer et tout, et qui auraient récupéré certaines informations avant de voir pour voir si c'est. Et si ça revient régulièrement, ça veut dire qu'il y a autre chose. Mais voilà, du coup, au moins ça permet d'éviter que la personne fasse 5000 tentatives. Et du coup, ça évite que les robots, du coup, puissent aussi faire trop de tentatives pour accéder à un utilisateur de l'AD, si ça a été mis en place. Parce que si par exemple, effectivement, la personne découvre le login d'un administrateur du réseau, bah, du coup, s'il n'y a pas s'il y a pas ces règles-là de verrouillage, bah, du coup, il va pouvoir faire autant d'essais qu'il veut. S'il lance un robot derrière, bah, le robot il va faire des essais jusqu'à arriver potentiellement à trouver le mot de passe. Et donc, du coup, après, bah, le système sera vulnérable. Alors que si on active les verrouillages de compte, on renforce énormément la sécurité du serveur et de l'accès aux machines. Donc ça, c'est un paramètre que du coup là, on va pas faire l'essai, mais que je vous demanderai de mettre en place à un moment ou un autre. Parce que ça fait partie en tant que système technicien supérieur de savoir mettre en place pour renforcer la sécurité. Après, il y en a d'autres, mais c'est déjà ça. On peut gérer des trucs de registre et tout. Après, donc si on reprend dans les modèles d'administration,
on voit qu'on peut intervenir sur le bureau pour pouvoir, par exemple, cacher le Internet Explorer, masquer, on peut retirer tous les éléments qui sont sur le bureau, si on veut. Parce que si on a marre que, du coup, on a dit que de rien mettre sur le bureau et que les gens laissent des trucs sur le bureau, on peut faire une GPO qui fait que sur le bureau, il n'y aura plus rien. Donc ça forcera les gens à mettre ailleurs que sur le bureau leurs documents ou des trucs comme ça. Parce que comme je disais l'autre fois, sur le bureau, normalement, il n'y a que des raccourcis. Si les choses sont bien gérées. Donc on peut supprimer masquer l'icône de la corbeille. On peut faire beaucoup de choses avec. Dans les composants Windows, on peut gérer des choses au niveau du calendrier, le centre de mobilité, compatibilité des applications. On peut activer ou désactiver pas mal de choses. Donc après, c'est à vous de regarder un peu ce qu'il y a. On peut gérer les trucs au niveau des mises à jour, dossier partagé. Le menu démarrer également, on peut masquer certains éléments du menu démarrer. On peut verrouiller, on peut forcer le verrouillage de la barre des tâches. On peut désactiver des menus. Enfin, on peut vraiment tout gérer à distance par rapport au comportement d'une machine. Sachant que c'est les GPO. Si vous voulez tester sur des machines virtuelles, vous pouvez les tester sur un Windows 10 non AD, parce que vous retrouverez la même chose. Donc si vous voulez faire des essais, vous créez vous avez votre compte admin, vous créez un compte non admin et vous appliquez sur ce compte non admin les GPO vous voulez tester pour voir à quoi ça ressemble. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Windows Server et avec un AD monté derrière pour faire les tests de GPO. Vous pouvez les faire pour la plupart de celles que je vous montre là, directement à partir d'un Windows 10 local. Faites-le quand même sur une VM, le faites pas sur votre machine physique. Ça sera plus simple en cas de problème. Voilà, panneau de configuration, on peut bloquer qu'ils n'aient pas droit au panneau de configuration, les utilisateurs classiques, ou qu'à certaines parties du panneau de configuration, comme ça on est sûr qu'ils vont pas faire n'importe quoi. On peut masquer l'outil de suppression des composants. Au réseau aussi, on peut gérer, on peut interdire des nouvelles connexions, on peut bloquer certaines connexions. Donc voilà, on peut faire énormément de choses avec les GPO pour bloquer des choses, pour essayer de renforcer la sécurité en fonction de comment les gens se comportent et tout. On peut plus ou moins les verrouiller en fonction. De toute façon, on ne peut pas décider. On peut faire un choix comme ça, c'est l'administrateur. Oui, après, si c'est vous qui êtes l'administrateur, parce que c'est une petite boîte qui n'a pas forcément d'autres équipes ou quoi, c'est vous le responsable, c'est à vous de pouvoir choisir ce qui vous semble cohérent par rapport au type de personne et tout. Si vous avez des personnes qui ont tendance à cliquer un peu partout, n'importe comment et tout, autant essayer de verrouiller un maximum de choses pour pas que ça risque de poser de problème ou de modifier les rôles pour pas qu'elles. Parce que ça se trouve, ça a été mal fait, et donc ils sont tous administrateurs de leur machine au minimum. Donc après, s'ils sont administrateurs de machine, ils peuvent installer des programmes et tout. Donc après, c'est de revérifier les rôles que vous avez donnés aussi. Des fois, ça peut être vous qui allez gérer le réseau à part entière s'il n'y a pas d'autres administrateurs. Ça dépend de la taille de la boîte après. Si c'est une grosse boîte, il y aura forcément un administrateur, un responsable au-dessus de vous. Mais si vous êtes engagé par une petite boîte ou quoi, c'est pas forcément toujours le cas. Toutes ces petites boîtes ne seront pas forcément grand-chose. Dessus, c'est vous là, vous serez rôle de concept. Et donc d'appliquer ce qu'il faut.
Et du coup, là, ici, si on prend, pour donner une idée, si on prend tous les paramètres, ça vous met tous les paramètres qu'on peut intervenir avec les GPO. Et donc là, vous voyez, dans la catégorie désactivée, il y en a un paquet. Et après, empêcher, exécuter, on peut interagir au niveau de tout ça. Donc ça laisse beaucoup de choix. Mais là, je vous ai donné les plus courantes utilisées en entreprise, et y compris du coup, après, il y aura la gestion des mots de passe avec les GPO aussi. Voilà. Ça, du coup, c'était pour les GPO standards. Maintenant, on va passer à une GPO qui reste dans les standards. Celle-là, je vais la supprimer. Ça va être la GPO pour installer des logiciels. Donc, c'est juste qu'il y a 2-3 petits points à bien faire attention. Mais après, si vous faites attention, normalement, il n'y a pas de raison. Alors, déjà, on va récupérer un logiciel. Là, j'avais parlé l'autre fois de TideVNC, qui est un outil de prise en main à distance. Donc, on va prendre TideVNC, on pourrait prendre d'autres choses, mais on va prendre celui-là. Et là, bon, il n'est pas marqué explicitement. On le voit en bas ici. Vous voyez en bas de la page, il y a marqué l'adresse. Et on voit que le fichier à télécharger se termine par MSI. Et les programmes installés par les GPO ne peuvent être que des programmes de type MSI. Et non pas des programmes de type exe. Comme c'est régulièrement le cas lors des téléchargements standards. Donc celui-là, on voit que ça va être bien du MSI. De toute façon, on a la confirmation ici quand il est téléchargé, c'est bien le MSI. On va en prendre un autre, par exemple 7zip. Et donc là, vous voyez que 7zip, par contre, il vous propose plusieurs types. Le fichier exe et les fichiers MSI. Donc du coup, on va pareil télécharger le MSI pour Windows 64, puisque nos processeurs, et la plupart des processeurs, de toute façon, vous allez utiliser, seront des processeurs 64 bits, d'où x64. Donc, on fait télécharger. Voilà, celui-là est tout petit. Donc bon, là, on va en prendre deux. Après, on pourrait en installer plusieurs. Même si, normalement, je vous ai dit que de toute façon, au niveau des règles, normalement, il faut prendre directement par... comment il s'appelle une par programme. Aussi, comme ça, au moins, s'il y a un problème, on sait quel programme a eu un souci. Donc là, on va récupérer nos deux. Là, en fait, je le fais comme ça parce que avec le Windows 19, il y a un problème avec l'Internet Explorer qui du coup n'est pas à jour. Et à ce moment-là, c'est un peu galère pour pouvoir récupérer les programmes directement dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, quand vous allez réinstaller un serveur, vous utiliserez directement la version 2022. Parce qu'avec la version 2022, il y a Edge qui est déjà installé. Et lui, le Edge ne vous pose pas toutes les questions des problèmes de sécurité et tout. Donc vous pourrez les récupérer directement sur le serveur directement. Vous ne serez pas obligé de faire des copier-coller entre la machine physique et la machine virtuelle. Donc c'est un conseil, ça sera plus simple. Donc ici, on va aller dans notre répertoire GPO de tout à l'heure. Parce que tout comme le fichier qu'on a mis pour le fond d'écran, les fichiers de programme, on va avoir besoin qu'ils soient partagés en lecture. Donc du coup, on colle nos deux programmes.
on va récupérer notre chemin de réseau, comme tout à l'heure. Et c'est là qu'il va y avoir une petite différence par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai mon truc réseau. Maintenant, on va créer notre GPO. Là, j'ai fait les étapes préparatoires à la création de la GPO. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez avoir besoin du dossier partagé et des fichiers d'installation. Donc du coup, je les ai récupérés avant de faire la GPO. Donc je fais une nouvelle GPO. Donc là, je vais faire install VNC pour commencer. Je fais modifier. Et là, je vais aller dans configuration ordinateur. Parce que on peut le faire normalement au niveau de l'utilisateur. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé pourquoi. À chaque fois que je l'ai fait, ça a toujours posé des problèmes. Ça ne s'est pas forcément bien appliqué et tout. Donc du coup, on le fait à partir de l'ordinateur. Donc là, on va aller dans stratégie. Paramètres du logiciel. Installation de logiciel. Et ici, on va faire un clic droit pour faire nouveau package. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est que ici, si vous allez chercher, vous êtes avec vous allez avoir la lettre E, enfin la lettre de votre lecteur de. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut utiliser le réseau. Donc du coup, on va cliquer ici dans la barre d'adresse. Et on va coller notre chemin réseau. Et quand on fait entrer, on voit que maintenant l'adresse commence par réseau. Elle commence plus par votre lettre locale. Et du coup, on choisit notre logiciel. On laisse en attribuer. Et là, on attend. Des fois, il faut quelques secondes avant qu'il apparaisse. Donc si vous voyez que ça apparaît pas tout de suite, attendez un peu. Des fois, ça peut demander 30 secondes, 1 minute, des fois, avant que ça apparaisse dans la liste. Donc, ne le refaites pas tout de suite, attendez un tout petit peu avant. Et voilà, là du coup, pour les trucs de base, c'est tout. Il y a des trucs à avancer, après, si on veut appliquer des mises à jour et tout, mais c'est ça qu'on a besoin. Après, on peut décider, si c'est un logiciel un peu métier, un peu spécifique, qu'il soit désinstallé si jamais l'ordinateur quitte le domaine. C'est-à-dire que si un ordinateur qu'on a enrôlé, on peut le désenrôler aussi pour le sortir du réseau, du domaine. Et du coup, on peut dire que si jamais cet ordinateur doit sortir du domaine, et ben les applications qui ont été installées par les GPO seront aussi systématiquement supprimées. Ce n'est pas une obligation de le faire. Après, ça c'est les packages pour la mise au niveau. Sécurité, c'est qu'il peut faire des modifications. Et catégories. Mais normalement, il n'y a pas besoin de toucher plus que ça. Ensuite, on va refaire la même chose pour l'install. Non, c'est pas VNC, j'ai plus. C'est VNC. Modifier. Ordinateur, stratégie, logiciel. Nouveau package. Ça ne change pas. Ici, étant donné qu'on l'a fait juste avant, on est resté dans le répertoire réseau. Donc il n'y a pas besoin de recoller à nouveau le chemin réseau parce qu'on y est déjà. Et on remet en attribut. Maintenant, le truc par contre, c'est qu'on n'a pas réglé à quel ordinateur on veut l'appliquer. Donc du coup, on va retourner dans notre gestion des utilisateurs.
on va faire un nouveau OU. OU, voilà, là. On va appeler ordi client. Et du coup, nos deux ordi clients, on va les déplacer dedans. Et donc, si on revient dans notre GPO, non, ça c'est les utilisateurs. Si on revient dans les GPO, par contre, on voit qu'il n'y a pas encore notre ordinateur. C'est parce qu'il faut actualiser. Si votre fenêtre était déjà ouverte, il faut actualiser le répertoire, la forêt. Et donc voilà, là on voit qu'on a ordi client. Donc du coup, la GPO, on va la lier ici. Non, ça c'était fait une nouvelle. Lier. On va faire install 7zip, install VNC. Vous pouvez prendre plusieurs GPO simultanément. Et là, pourquoi j'ai fait exprès de créer le répertoire? C'est que sinon, si on laissait les utilisateurs authentifiés comme on a mis, sans préciser d'ordinateur, ça se serait aussi appliqué au serveur. Sauf que là, on ne voulait pas forcément que ça s'applique au serveur, ces programmes-là. Du coup, on va faire pareil. On va refaire notre gp update /force. Et ici, on va redémarrer l'ordinateur. Des fois, il faut faire le /force ici, et des fois, c'est juste en redémarrant l'ordinateur. Parce que les stratégies d'ordinateur se mettent en route quand l'ordinateur démarre. Mais des fois, il faut l'avoir forcé une première fois avant que l'ordinateur redémarre pour qu'il le mette en place. Donc là, on va voir. Je vais redémarrer ma machine. J'avais ni VNC ni 7zip d'installer sur cette machine, parce qu'on l'avait fait vraiment juste l'installation de base de Windows. Là, je vais me connecter par exemple à Vent. Ah, mais je suis pas d'utilisateur dans ce répertoire. Donc là, a priori, j'ai pas. Donc, je vais faire un gp cmd. Évidemment, je suis connecté à celui qui n'avait pas droit, du coup, se déconnecter. On va prendre le directeur, par exemple. Allez, je vais connecter. J'aurais pu gagner quelques secondes si j'avais mis plus de stan à la place.
Et là, non, ça va pas marcher parce que j'ai oublié un petit truc. On va vérifier quand même, mais logiquement ça devrait pas marcher. Donc CD. Oui, on avait dit que toujours accès. Donc là, si jamais il me demande de redémarrer, ça veut dire que ça a marché. S'il ne demande pas, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Là, il me demande de redémarrer, donc c'est bon. Il fallait bien faire une fois, le forcer une fois pour que ça se mette en route. Alors qu'on l'avait cliqué. Donc là, on va le laisser redémarrer tout seul. Et quand il va redémarrer, il va nous installer nos deux logiciels qu'on a demandé. Donc, on va attendre de revérifier. Mais du coup, les points qu'il faut bien faire attention quand on fait l'installation d'un logiciel, c'est de bien mettre les programmes qui soient en MSI et de les mettre dans un répertoire partagé afin de pouvoir récupérer le chemin réseau. Parce que si c'est pas un chemin réseau, la machine ne va pas retrouver la bonne lettre. Elle va chercher localement si ça commence par une lettre. Donc ça ne pourrait s'appliquer que sur le serveur. Ça ne pourrait pas s'appliquer à un autre. Patienter parce que là, il est en train justement de travailler derrière. Seul truc, par contre, il m'a pas dit les logiciels qu'il a installés. Des fois, on a le temps de voir le logiciel, des fois, non. Mais on voit quand même qu'il a fait une étape de plus que d'habitude. Il a mis de patienter et tout, ce qu'il ne nous proposait pas les autres fois. Voilà. Là, ici, on voit bien qu'on a 7-Zip qui est installé maintenant. Et si on va plus loin, on voit qu'on a TileVNC qui est installé également. Donc, il nous a bien installé nos deux programmes sur Tordi. Et il les installerait aussi sur l'autre ordi si on le démarrait et qu'on faisait le GP update. Et donc du coup, effectivement, comme tu disais, on peut installer des logiciels à distance. Hein? Oui. Oui. En fait, normalement, on pourrait le faire avec l'utilisateur, mais à chaque fois que j'ai essayé, soit ça n'a pas marché, ou soit en fait, quand c'était installé, ça a appliqué à tous les utilisateurs. Donc du coup, les logiciels, vaut mieux les installer directement au niveau de l'ordinateur. Parce que des fois, il a besoin de faire des contrôles en plus ou quoi. Donc, de toute façon, si on veut pas qu'après un utilisateur de ce PC utilise un programme, bah, de toute façon, on peut le débloquer via une GPO, de toute manière. En MSI, il y a des logiciels, enfin des sites internet normalement qui permettent de convertir en MSI, mais j'ai jamais trop testé. Après, il peut y avoir des logiciels MSI qui ont besoin de réglages un peu plus supplémentaires avec des commandes à passer. Ça peut arriver que certains programmes MSI ils soient un peu plus complexes et il n'y ait pas besoin juste de mettre le MSI. Là, j'ai pas réessayé, mais par exemple, il y avait OpenOffice, MSI. La dernière fois que j'avais essayé, lui, il voulait pas de base.